sera là où le 47e président des États-Unis. Les Américains votent ce mardi 5 novembre pour décider de Donald Trump ou de Kamala Harris sera le futur locataire de la Maison-Blanche. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale dédiée donc à cette élection présidentielle tant attendue. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui également. Mahfoud Kaoubi, expert en questions géoéconomiques, est également des nôtres. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et puis, depuis Paris, se joint à nous également Badis Khnissa, analyste des questions politiques. Bonsoir Badis Khnissa. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être des nôtres. Alors messieurs, plus de 150 millions d'Américains vont décider qui de la candidate démocrate ou du candidat républicain fera son entrée à la Maison-Blanche en janvier prochain. Pour donc les 4 prochaines années, les sondages liés à cette élection ne permettent pas de départager les candidats puisque les résultats sur les intentions de vote sont très serrés depuis donc plusieurs jours, les plus serrés même de l'histoire politique américaine. Alors première question, je commence avec vous, Mahfoud Kaoubi. Que se passe-t-il en cas d'égalité entre les deux candidats ? Que se passera-t-il en cas d'égalité entre les deux candidats ? Chose théoriquement possible, mais disons-le que ça sera difficile, quasiment impossible dans la réalité. Donc nécessairement, soit Trump, soit Harris sera élu après cette course, certes serrée, mais qui aboutira certainement par l'élection d'un des deux candidats. Ahmed Kateb, vous rejoignez donc les propos de Mahfoud Kaoubi. D'autant plus que ce n'est pas le peuple qui vote directement pour le président, il vote pour des grands électeurs. Et tout le monde sait que les grands électeurs penchent soit vers Trump, soit vers Harris. Donc impossible qu'il y ait égalité, arithmétiquement parlant. D'accord. Très bien. Alors, la participation est déjà relativement élevée. On le rappelle, aux États-Unis, il est possible, messieurs, de voter par voie postale et dans certains bureaux de vote ouverts depuis déjà plusieurs semaines. Et au total, plus de 82 millions d'Américains ont déjà exprimé leur suffrage de manière anticipée, en plus des nombreux votants qui se rendent aujourd'hui au niveau des bureaux de vote. Ce qui indique, Badis Khnissa, l'importance de ce scrutin. Tout le monde s'accorde à dire que cette élection est cruciale. Et nous avons là en direct, vous le voyez à l'écran mesdames et messieurs, ces images qui nous arrivent donc en direct des États-Unis. Badis Khnissa, est-ce que vous êtes encore là ? Je suis toujours là, vous m'entendez ? Oui, si on vous entend très bien. Alors Badis Khnissa, tout le monde s'accorde à dire que cette élection est cruciale. Absolument, et à bien des égards, il faut d'abord poser le décorum. Aujourd'hui, c'est des États désunis qui accueillent des élections exceptionnelles, vous l'avez à juste titre souligné en introduction. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les États, et ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, par rapport aux résultats, puisque c'est un suffrage indirect dans lequel les grands électeurs auront le dernier mot. Là, je reviens sur 2016, Trump-Hillary Clinton, dans lequel Hillary Clinton avait, a eu la victoire en matière d'électorat, mais pas aux grands électeurs, et ce qui n'a pas empêché Trump d'aller à la Maison-Blanche. Donc, en revanche, le décorum, il est aujourd'hui très inquiétant. Les Américains sont opposés, c'est ce que j'ai qualifié des États désunis, dans une opposition idéologique dans laquelle chacun des sympathisants œuvre ardemment, parfois même violemment, puisque on rappelle que la campagne électorale n'a pas été, une mer calme, même si les deux candidats en témoignent le contraire, mais il faut rappeler que l'Amérique rurale, l'Amérique profonde, connaît des incertitudes, connaît une espèce d'imprévisibilité dans lesquelles les deux camps concourent et œuvrent, sur le terrain, mais même au-delà, parfois par des leviers, peu orthodoxes ou peu légaux, pour essayer de faire pencher la balance pour l'un ou pour l'autre. Et en plus, comme j'expliquais, c'est aussi, il en va de l'avenir, notamment de cette Amérique, une Amérique qui se cherche encore, une Amérique dans laquelle cette démocratie aujourd'hui n'a jamais été aussi fébrile et fragile et en crise. Rappelez-vous les événements de janvier 2021, la prise du Capitole. Donc il y a beaucoup de traumatismes, beaucoup de tragédies, mais surtout aussi un avenir incertain dans lesquels, et d'ailleurs c'est pour ça, c'est le slogan principal et surtout l'invitation à aller vers les urnes pour éviter le boycott, même si
il faut croire que les votes par anticipation ont démontré un certain engouement des Américains. Très bien. Le scrutin, alors, on le disait, il est particulièrement serré. L'écart entre Kamala Harris et Donald Trump reste minime. Dans certains États pivots ou swing states, les 7 États qui peuvent donc faire basculer le vote en faveur de l'un ou de l'autre, Ahmed Kateb, les 7 swing states créeront la surprise? Peut-être. Déjà, on a des résultats de sortie d'urne. Donc, on a des sondages de sortie d'urne qui prédisent que Trump est déjà un peu en avance par rapport à Kamala Harris. Les swing states, justement, ça reste problématique parce qu'il y a déjà un nouvel État qui s'est joint, l'Iowa. On ne l'attendait pas. Il s'est joint au swing state. Donc, on attend parce que tout se joue à quelques dizaines de milliers de voix. Et c'est là où les 2 candidats ont mis le paquet. C'était la dernière ligne droite de leur campagne électorale jusqu'à hier, donc jusqu'à tout à l'heure, je pense, cette matinée aux États-Unis. Donc c'était la dernière ligne droite et les 2 candidats ont fait des appels de pied, ont courtisé les électeurs, chacun selon la sociologie de ces États, selon les problèmes que les citoyens de ces États vivent et connaissent. Donc c'est par rapport à ça, c'était par à-coup pour essayer de drainer le maximum d'électeurs possible. La grande inconnue reste bien évidemment le vote des femmes. Puisque généralement les républicains, ce sont les hommes, une majorité qui vote républicain et une majorité de femmes qui penchent plutôt vers le côté démocrate. Aujourd'hui, même côté républicain attitré, on ne sait pas, c'est les analystes qui le disent aux États-Unis, si les femmes vont opter pour Trump ou plutôt pencher vers Kamala Harris. Et ça reste une autre inconnue qui se rajoute aux nombreux, zones d'ombre de cette élection hors du commun. Vous évoquez les femmes, justement, il y a les housewives, comme ils les appellent aux États-Unis, donc les femmes qui restent à la maison et qui s'occupent du foyer, qui suivent le système, donc l'ancien système, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et qui, elles, pourront donc faire pencher peut-être cette balance du côté de Donald Trump? Pencher vers Trump ou vers Kamala Harris, ça dépendra des États eux-mêmes et de la sociologie de ces États. Parce que je ne pense pas que dans les grandes métropoles ou dans la côte ouest, les grandes villes de la côte est ou les grandes villes de la côte ouest, les femmes puissent voter Trump. Si le réservoir féminin penche pour l'option de Donald Trump, ça sera plutôt dans l'Amérique profonde. Très bien. Parce que le discours de Trump a plus de prégnance dans ces contrées-là. Mahfoud Kaoubi, les swing states peuvent tout faire basculer? Oui, elles peuvent tout faire basculer, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, la particularité des élections, cette fois-ci, c'est qu'on est devant une situation inédite. La course est tellement serrée et tout ce qui est en train d'être discuté par rapport soit à l'immigration, soit par rapport à l'électorat noir, soit par rapport aux swing states, ce sont des analyses qui pourraient, à mon avis, être contrariées par rapport aux résultats qu'on attendra dans les 3 prochains jours. Mais la particularité de la situation pourrait donner lieu à une configuration qui ne serait pas nécessairement celle qui a été observée antérieurement aux élections de 2024. Très bien. Badis Khnissa, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut toujours se fier aux sondages? On se rappelle, on se souvient qu'à l'époque, Hillary Clinton était donnée favorite par les sondages et finalement, elle a perdu l'élection présidentielle en 2016. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces sondages ou est-ce que ce ne sont que des chiffres finalement? Alors, si on évoque effectivement l'exemple d'Hillary Clinton, effectivement, les sondages ont été, on va dire, avaient raison quelque part, en quelque sorte, puisque Hillary Clinton, ce que j'expliquais tout à l'heure, avait eu l'avantage de l'électorat, notamment des votants, mais pas des grands électeurs. En revanche, aujourd'hui, effectivement, les sondages
cas les instituts de sondage eux-mêmes, sont devenus limite des leviers politiques ou même, je dirais, de propagande politique pour le mieux offrant, j'ai envie de vous dire. Donc rappelons-le que c'est des élections hors normes. Kamala Harris a réussi à lever des dons de plus de 1 milliard, pour vous dire que c'est un budget d'État consacré notamment à des élections. Donc même les Américains s'y fient très peu maintenant, puisqu'ils savent que depuis Trump, et Trump qui a cassé justement un peu les stéréotypes, qui a cassé les codes, notamment du politiquement correct, notamment américain, avec sa victoire inespérée, font qu'aujourd'hui, les Américains en sentent un peu quelque part, et ça les arrange, dans un déni. Un déni notamment des sondages, mais un déni aussi parfois même du terrain, puisqu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils vont en tout cas gagner ces élections haut la main, alors que les sondages, les quelques, je dirais, dépouillements ici et là, notamment des votes par anticipation, disent le contraire. En tout cas, ça sera très serré dans un mouchoir de poche. En revanche, j'aimerais juste revenir sur un point très important. Vous avez évoqué tout à l'heure les swing states. Oui. Les swing states de tout temps, en tout cas dans l'histoire des élections américaines, ont joué un jeu prépondérant, un jeu même, je dirais, stratégique. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, il y a quelques variantes notamment sur quelques États qui sont restés toujours autant stratégiques, comme le Michigan, par exemple. Le Michigan, il faut rappeler qu'il y a quelques éléments aujourd'hui nouveaux, notamment sur ce qu'on appelle l'électorat des minorités, et notamment l'électorat arabo-musulman, qui, je rappelle, cette fois-ci, a plus penché vers Trump que vers, naturellement et normalement, logiquement, Kamala Harris. Là, il y a aussi quelques questions qui peuvent se poser, notamment sur la question du conflit, du génocide palestinien, qui s'est invité notamment dans le débat électoral, mais surtout aussi dans la réflexion et dans le soutien. Il y a aussi également un autre facteur très important qui pourra jouer dans ces swing states, c'est l'électorat des minorités, notamment des latinos, notamment deuxième, troisième génération, les jeunes latinos, qui eux aujourd'hui sont plus penchés vers Trump que vers, naturellement et historiquement, les démocrates. Et enfin, bien évidemment, ça a été évoqué, l'électorat féminin qui peut faire pencher la balance d'une manière drastique, dans laquelle, je dirais, à ce jour, selon les éléments que nous pouvons constater sur le terrain, mais surtout selon les deux campagnes des deux candidats, où Kamala Harris a un certain avantage relatif. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, parce qu'elle est une femme, elle sait parler aux femmes, elle a un programme en tout cas qui parle aux femmes, et contrairement à elle, un Trump qui est assez, n'oublions pas, misogyne, mais surtout aussi, en voulant peut-être essayer de jouer l'homme protecteur des femmes, peut-être a fait basculer la balance, puisque dans sa dernière déclaration, où il évoquait qu'il est là pour protéger la femme, qu'elle le veuille ou non. Donc c'est des déclarations, absolument. Donc c'est des déclarations, je dirais, déplacées, des déclarations, je dirais, qui sont complètement à l'opposé de ce qu'attend l'électorat féminin aujourd'hui, ce qui pourrait, en tout cas, faire pencher la balance. Ceci étant, grand point d'interrogation en tout cas sur les résultats, puisqu'encore une fois, comme j'ai expliqué, il y a ce spectre notamment des résultats, mais il y a aussi ce spectre de la sécurité, ou des mesures de sécurité, je rappelle, ont été prises d'une manière inégalée, exceptionnelle, pour ne pas dire singulière, dans toute l'histoire des élections américaines. Très bien, Badis Khnissa. Alors, vous évoquez justement le cas Donald Trump. Messieurs, on connaît tous l'extravagance de ce monsieur, de ce personnage qu'est Donald Trump. On s'attend même à ce qu'il annonce sa victoire de façon précipitée, sans aucun élément crédible pour appuyer ses prétentions, Ahmed Kateb. Oui, de toute façon, il a prévenu tout le monde. Il ne reconnaîtra pas de défaite. La preuve, en 2020, même son vice-président, qui a reconnu la défaite de son président, c'est-à-dire Trump, pour féliciter Joe Biden. Donc Trump a refusé d'assister à la cérémonie d'investiture et s'est exilé en Floride dans sa propriété. Donc Trump est un personnage politique haut en couleur, c'est un animal politique qui marque la scène politique américaine. On voit, c'est quelqu'un, c'est un showman, c'est un businessman, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les précédents appels pour se mobiliser, pour prendre les armes, parce qu'il y a eu des appels à prendre les armes, à résister à ce qu'il refuse de qualifier de défaite. Donc il dit on risque de me voler la victoire. Donc on est là dans un état de fébrilité politique très intense. On se rappelle tous l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. On a en mémoire, on a
pratiquement vu les différents films de science-fiction qui prédisent les États désunis d'Amérique. Donc on est dans un clivage idéologique très prononcé, on est dans un clivage politique également très prononcé. On ne sait pas de quoi demain sera-t-il fait, mais il y a bien sûr toujours les garde-fous et je pense que ces garde-fous empêcheront toute dérive de type autoritaire. Très bien. Alors vous n'êtes pas, messieurs, sans savoir qu'un cancer ronge la démocratie américaine, celui du soupçon. Et Donald Trump, on va le dire clairement, il en est le promoteur. Et il prévoit même de mener, je cite, une véritable guérilla juridique pour son projet de contestation de ces élections en cas de possible défaite, Mahfoud Kaoubi. Oui, c'est le personnage, c'est le profil, c'est Trump. Donc, qui est exceptionnel. Exceptionnel par rapport à sa logique de chou, qui fait partie intégrante de son comportement électoral, même quand il était président. Donc, il ne faisait pas exception dans l'exercice de son pouvoir, de ses fonctions, d'être marginal par rapport au profil classique. Sûr de lui, conquérant, c'est l'image qu'il veut véhiculer. Et il balise le terrain par rapport à des annonces voulant prévenir tout vol, tout hold-up d'une victoire à laquelle il croit, et surtout à une victoire qu'il commercialise par anticipation. Très bien. Badis Khnissa, une question qui se pose dans votre sens. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se passer après le 5 novembre, étant donné qu'on se souvient tous de l'assaut du Capitole qui a eu lieu donc après les élections de 2020, c'était donc le 6 janvier 2021. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Washington semble avoir très peur des répercussions d'une potentielle défaite de Donald Trump, étant donné que même la Maison-Blanche est complètement barricadée aujourd'hui. Tout à fait. Ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, c'est un jalon très important dans l'histoire de la démocratie américaine. La prise du Capitole en janvier 2021 a marqué un tournant, je dirais, significatif, tant sur la teneur des élections, notamment qui sont censées refléter la voix du peuple américain, mais aussi sur l'ADN elle-même, sur la nature du système politique et démocratique américain, que je rappelle est la première puissance, qu'elle soit économique ou militaire, du monde. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, non, c'est pas que les yeux des Américains qui sont rivés aujourd'hui envers ce qui se passe, en tout cas lors de ces élections, mais c'est plutôt la planète entière. Et pour cause, j'ai expliqué tout à l'heure, vous savez, aujourd'hui, nous observons des élections exceptionnelles dans des conditions extrêmes. Je rappelle des observateurs dont des bureaux de vote sont munis de protège par balles, notamment. Il y a des tireurs d'élite dans quelques bureaux de vote, ce qui est je dirais, une aberration et une hérésie, je dirais, par rapport à la démocratie, surtout pour un pays qui se dit être le pays le plus démocrate et qui défend la démocratie à travers les temps dans le monde. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une espèce d'antinomie, notamment dans l'approche et dans la sémantique. Et ce qui risque de se passer au-delà du 5 novembre et de ces élections tant attendues, c'est que rien n'augure de bon quand on voit l'approche elle-même de notamment Donald Trump, qui a fondé tout son personnage et son profil atypique, un profil qui est quelque part qui sort de l'ordinaire, notamment du politiquement correct, ou le profil du politicien américain qui a fait toute sa carrière notamment dans des partis politiques. Lui, au contraire, et d'ailleurs c'est ce qui plaît, c'est ce qui a fait la différence en 2016. Donc c'est quelqu'un qui pense, je dirais, à voix haute, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense même vis-à-vis des relations internationales, parfois allant à contre-courant justement des intérêts des propres Américains. Or aujourd'hui, dans son approche sur laquelle il a fondé son fonds de commerce, c'est celui bien sûr de la posture victimaire, comme il a pu le faire en 2016, et d'ailleurs à ce jour, il y avait des sympathisants de Trump qui brandissaient encore les étendards et les drapeaux de 2020, parce que pour eux, ça a été une victoire volée qu'ils n'ont pas digérée. Donc pour eux, jamais une deuxième fois. Donc pour eux, aujourd'hui, ces élections sont quasi logiquement avantageuses pour Trump, et si toutefois il y a un scénario autre que la victoire de Trump, cela risque d'avoir une dérive. Et c'est pas innocent, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui les symboles du pouvoir américain, notamment, y compris le Capitole, sont barricadés. Les États-Unis ont pris des mesures, notamment
exceptionnel en matière de sécurité pour défendre notamment ces symboles du pouvoir. C'est dire qu'effectivement, le spectre d'une guerre civile n'est pas loin, si en tout cas Donald Trump persiste et signe au lendemain des élections, si toutefois Kamala Harris est donnée gagnante, et qui joue la carte une deuxième fois de celle de la fraude, celle de la suspicion justement de la triche, et ira, puisque je rappelle au passage, de Donald Trump a beaucoup à perdre dans ces élections, contrairement aux autres qui ont des carrières politiques. Lui, c'est un civil, un homme je dirais, qui a beaucoup de déboires judiciaires, pour lesquels aujourd'hui il va devoir demain en tout cas rendre des comptes et payer un lourd tribut par rapport à ses affaires. Monsieur Donald Trump qui a promis à toute personne impliquée dans l'assaut du Capitole, qui lui a promis qu'elle serait donc acquittée s'il est élu président. Oui, Trump va droit dans ses bottes, donc il est conséquent avec lui-même. C'est lui qui a appelé ses partisans à se mobiliser, à combattre, à résister. Donc on voit que il est conséquent, il est logique, et c'est sa marque de fabrique. Et il faut peut-être ajouter un élément. Il y a un rapport de Heritage Foundation qui est sorti il y a quelques semaines, America 2025. Et ce rapport préconise donc d'abord la victoire de Trump, deuxièmement le resserrement des pouvoirs entre les mains du président. Donc délester le Congrès, le Sénat et l'exécutif des pouvoirs qui leur sont conférés actuellement par la Constitution américaine. C'est un scénario. Trump, cet été, au mois de juillet ou septembre, a par tweet interposé affirmé qu'il ne savait rien, qu'il était hors de cette configuration, mais on connaît les liens qui existent entre Donald Trump et certains responsables de Heritage Foundation, qui est un think tank de droite presque extrême, traditionnaliste, et avec lequel Trump entretient beaucoup d'affinités intellectuelles. Mais est-ce que ce type d'agissement, justement, ces nouvelles décisions en cas d'élection de Donald Trump ne vont pas créer un climat plus tendu au niveau des États-Unis? Et c'est pour ça que ses détracteurs l'accusent d'être un fasciste en herbe. Donc on l'accuse d'être un fasciste, et les éléments sont là, à travers son discours, à travers son comportement, mais lui s'en défend. Lui dit, moi je suis là pour défendre les intérêts du peuple américain. La déviation du Parti républicain en MAGA, Make America Great Again, donc son positionnement plus à droite vers l'Amérique profonde pour protéger les populations américaines moyennes, paupérisées, limite très, très pauvres, avec un discours populiste, et c'est ça qui fait le lit de la popularité de Donald Trump. Trump est dans la droite logique des populismes en Europe. On ne peut pas l'accuser de fascisme parce qu'il ne l'est pas, et le fascisme n'est pas un phénomène américain, c'est un phénomène européen, sociologiquement, historiquement et politiquement parlant. C'est un phénomène européen. Il n'y a pas le même fond commun, donc, pour ainsi dire. Donc lui s'inscrit plutôt dans une sorte de populisme radical. Mahfoud Kaoubi, 2 heures après le début des opérations de vote, on l'a vu, les bureaux de vote étaient bondés. Le nombre d'électeurs a doublé par rapport à 2020, rien que 2 heures après l'ouverture. Donc vers 10 heures du matin, c'était déjà le double de ce qu'il y avait en 2020. Et Trump a d'ailleurs tweeté pour demander à ses électeurs de rester dans les files d'attente, de ne pas abandonner, de le faire pour le pays, car c'est des élections cruciales et historiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer que le nombre d'électeurs a doublé en 2 heures seulement? Oui, l'engouement. L'engouement vient d'une situation qu'on a décrite tout à l'heure comme exceptionnelle. Donc la société américaine est en train de prouver qu'il y a une réelle dynamique, une vie qui est en train de renaître suite à la particularité de la situation. Les Américains vivent des problèmes sérieux en matière de pouvoir d'achat, en matière d'inflation et en matière de couverture sociale. Les investisseurs américains voudraient avoir plus
de possibilités pour investir, bénéficier de plus de réductions d'impôts, et tout cela marque qu'il y a de la réflexion, qu'il y a de l'ambition, qu'il y a de la discussion, et c'est un point positif, parce que souvent on prend la chose par rapport à un œil ou un angle de conformisme théorique, structurellement improductif dans beaucoup de cas, mais là, encore une fois, l'Amérique est en train, les États-Unis sont en train de prouver que l'engouement démontre qu'il y a une participation de la population et qu'il y a un débat qui, par rapport surtout au problème de répartition du produit de la croissance, et qu'il y a aussi du débat par rapport aux voies et aux moyens qui permettraient aux États-Unis de revenir et de rattraper le terrain qu'ils ont perdu durant la dernière décennie. Et moi, personnellement, je prends la chose du côté très positif. Ça ne veut pas dire... Donc il y a un ADN de Trump qui est cohérent par rapport à sa vision et qui a besoin aussi d'être aussi fort en faisant appel à ses électeurs, d'être présent et de rester. Donc ça démontre qu'on revient à un militantisme et à une implication qui est nécessaire, il faut le rappeler, sur le plan sociologique pour produire de la transformation et pour produire de la résistance par rapport à ce qui se passe au niveau mondial et par rapport aux nécessités de réformes qui doivent être entamées au niveau des États-Unis. Très bien, alors ces réformes, on en parle dans quelques instants, c'est tout de suite après la pub. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Al24 News pour la suite de cette émission consacrée à l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors messieurs, on a beaucoup parlé du candidat Donald Trump, mais même s'il ne semble pas y avoir de véritable favori aujourd'hui pour cette élection, Kamala Harris, on n'en parle pas beaucoup. Badis Rinessa, est-ce que Kamala Harris est arrivée un peu en retard dans cette course à la Maison-Blanche ? Effectivement, sa trajectoire est assez singulière notamment, mais il faut rappeler aussi les causes qui ont conduit justement à cette intervention tardive, certes, mais ô combien importante, mais surtout stratégique. Et peut-être cela a même permis de doter le tapis rouge à la Maison-Blanche de Donald Trump, un Donald Trump qui a été, qui plus est, renforcé non seulement par notamment son concurrent Joe Biden, qui était fébrile, qui était assez fragile d'un point de vue de santé, qu'elle soit mentale ou autre, sur laquelle d'ailleurs Donald Trump a beaucoup surjoué. Et surtout aussi renforcé par, rappelez-vous, l'attentat manqué qu'a subi Donald Trump. Donc son intervention et sa venue notamment dans cette trajectoire a permis de quelque part contrebalancer ou même équilibrer, je dirais, cette campagne électorale, et ça a marché, même si elle est partie avec quand même certains boulets ou certains points négatifs, notamment sur sa gestion en tant que vice-présidente, notamment sur le chapitre immigration ô combien cher à Donald Trump, et sur lequel d'ailleurs il n'a pas hésité d'utiliser cette brèche pour pouvoir justement l'attaquer à défaut de ne pas pouvoir le faire sur d'autres aspects, notamment plus économiques et autres. Donc en revanche, Kamala Harris, je pense que sa venue a permis aussi de renouer une certaine catégorie, notamment d'électorat, notamment féminin et pas que, renouer avec l'espoir, mais surtout aussi pour se dire que finalement ces élections ne sont pas jouées d'avance avec quasiment un seul candidat jusque-là qui avait coiffé je dirais haut la main un Joe Biden affaibli mais surtout fragilisé. Donc oui, sa venue est très importante et elle le démontre aujourd'hui, que ce soit lors de la campagne électorale, d'ailleurs au lendemain de son investiture par les démocrates, où elle a tout de suite occupé le terrain. Elle a occupé le terrain parfois même en marchant sur les plates-bandes de Donald Trump. Rappelez-vous, j'ai évoqué tout à l'heure le swing state du Michigan, dans lequel pour la première fois, il y avait les deux avions des deux candidats à quelques mètres de séparés sur le même tarmac de l'aéroport. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, elle a compté sur ses sympathisants, mais elle a aussi compté sur son capital en tant que femme noire qui plus est. Attention, elle représente cette minorité, mais aussi une femme combative, une femme qui ne se laisse pas faire, une femme avocate de formation, rappelez-vous, procureur, et qui souhaite en tout cas créer l'exploit, créer justement, pourquoi pas, la première femme présidente des États-Unis.
Vous pensez, Ahmed Katoub, qu'elle va réussir à créer l'exploit, Kamala Harris? Enfin, ça va se vérifier dans quelques heures. En tout cas, elle a mené une campagne électorale très courte, à peu près 3 mois. C'est très court dans une campagne électorale pour une présidentielle américaine. Elle arrive avec un double handicap. Le premier, c'est son entrée tardive dans la course. Le second, c'est qu'elle traîne tout le bilan de Joe Biden, puisqu'elle est sa vice-présidente. Son programme, à quoi se résume-t-il? Il se résume à la continuation de ce qu'avait réalisé Joe Biden pendant ces 4 années. Donc elle assume et elle continue. Est-ce que les Américains sont convaincus? Là, ça va se décider dans quelques heures. En tout cas, elle prévoit une hausse des impôts pour les industriels et passer de 21% à 35%, carrément. Elle prévoit également d'approfondir la réforme du Medicare, donc la protection sanitaire des Américains. Et elle a lâché quand même du lest par rapport aux schistes, par rapport aux énergies. Donc elle s'est plutôt rangée vers les tenants de l'industrie des hydrocarbures traditionnels aux États-Unis pour ne pas annihiler ses chances face à ce lobby qui reste très puissant, le lobby des pétroliers aux États-Unis. Donc on attend, ces quelques heures seront décisives. Très bien. Alors, messieurs, avant de passer au sujet qui risque de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, on parlera économie, on parlera immigration, etc., je voudrais qu'on revienne sur la complexité du système électoral qui est propre aux États-Unis. Donc, pour le comprendre, je vous propose de regarder ce sujet signé Asma Laïd. Les Américains élisent un nouveau président, ils doivent départager les candidats républicains et démocrates, autrement dit choisir entre Kamala Harris et Donald Trump. Aux États-Unis, le président est élu au suffrage universel indirect et c'est à un collège de grands électeurs que revient la mission de choisir soit l'un ou l'autre pour succéder à Joe Biden. Les citoyens américains se rendent aux urnes pour voter, ce n'est pourtant pas à eux qu'il reviendra de faire le choix final. Le vote populaire a donc pour but de désigner les grands électeurs qui seront, quant à eux, chargés de désigner le nouveau chef d'État. De personnes anonymes à membres du collège électoral national. Le collège électoral, le faiseur des présidents aux États-Unis, est composé de 538 grands électeurs et répartis sur les 50 États fédérés. Ceux-ci sont directement nommés par les partis démocrates et républicains lors des conventions nationales organisées l'été précédent, l'élection en juillet pour les républicains et en août pour les démocrates. Les sénateurs et représentants au Congrès ne peuvent pas être nommés grands électeurs. Tous les États ne possèdent pas le même nombre de grands électeurs. Ce chiffre varie en fonction de la concentration de population sur les différents territoires et donc de leurs représentants aux différentes chambres constituant le Congrès. Chaque État possède 2 sénateurs et un nombre de députés proportionnel à la population. Autrement dit, plus le nombre de la population est important, plus le nombre de grands électeurs sera considérable. En Californie, par exemple, il existe 54 grands électeurs pour 39 millions d'habitants. À l'inverse, dans le Wyoming, on dénombre seulement 3 grands électeurs pour un peu plus de 586 000 habitants. Comment se déroule le vote? L'élection du nouveau président américain s'effectue alors en 2 phases. Il y a d'abord le vote populaire. Ce mardi 5 novembre, les citoyens sont appelés à choisir entre Harris et Trump, le candidat qu'ils souhaitent voir accéder à la Maison-Blanche. Le vote des grands électeurs vient en 2e étape. Le candidat à la présidentielle le plus représenté dans un État remporte l'intégralité des grands électeurs. Selon le principe nommé, le gagnant emporte tout. Cette règle est la même pour tous les États, exception faite du Maine et du Nebraska, 2 territoires dans lesquels les grands électeurs sont répartis dans un camp plutôt que dans un autre, et ce par la proportionnelle.
Le 17 décembre prochain, les grands électeurs de chaque État voteront soit pour Kamala Harris, soit pour Donald Trump. Le candidat qui remportera l'élection sera celui qui obtiendra le vote d'un minimum de 270 grands électeurs sur les 538 au total. Il n'existe aucune obligation aux grands électeurs de voter pour leur parti. Autrement dit, un grand électeur peut voter pour un autre parti que le sien. Un candidat peut ainsi être élu sans obtenir la majorité du vote populaire. En témoigne le dernier exemple en date, l'élection de Donald Trump en novembre 2016, ce qui caractérise le vote américain qualifié d'unique dans son genre dans le monde. Le dépouillement des votes aura lieu début janvier 2025 à Washington lors d'une séance du Congrès et juste avant la cérémonie d'investiture fixée chaque année le 20 janvier. En cas d'égalité parfaite, ce sera à la Chambre des représentants de trancher, une configuration qui n'a eu lieu que 2 fois dans l'histoire, en 1800 et en 1824. Un député, une voix. L'Amérique retient son souffle. Jamais une élection présidentielle américaine n'a connu une telle agitation. Badis Khnissa, winner takes all, le système de vote américain tel qu'il existe aujourd'hui peut-il être qualifié de démocrate selon les critères universels puisque la voix d'un grand électeur semble être supérieure à celle d'un simple citoyen? Tout à fait. Et d'ailleurs, je rejoins Donald Trump lors de sa déclaration post-élection où il avait évoqué effectivement le système singulier des États-Unis en le comparant au système, par exemple, électoral français qui est beaucoup plus simple, tant dans la gestion et la mise en place que aussi les résultats, puisque je rappelle que nous ne sommes pas prêts à peut-être avoir les résultats pas avant quelques jours, voire quelques semaines. Donc, mais c'est ce qui fait aussi la singularité, l'exception des élections américaines où effectivement, cette élection, en tout cas la victoire finale, se joue sur 2 strates. La première strate, effectivement, elle est beaucoup plus populaire, elle est beaucoup plus basée sur les fondations, notamment celle du terrain et l'aura et l'image que véhiculent ces candidats. Ensuite, elle se véhicule par la deuxième strate, qui est beaucoup plus supérieure et, comme vous l'avez dit, à juste titre, qui a une priorité absolue, qui est celle des grands électeurs de 538 sièges. Donc, c'est pourquoi je disais, les élections américaines sont incertaines, tant par notamment l'aspect d'élection lambda, mais aussi par le fait que avoir la priorité, avoir l'avantage des votes, notamment à travers les urnes, ne vous donne pas gagnant. Et j'ai tout à l'heure donné l'exemple d'Hillary Clinton. Donc le doute reste complet, reste entier, mais surtout aussi ce qui nous ramène, ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'importance des États notamment et de l'enracinement des États. Parce que au-delà des grands électeurs, il y a aussi une espèce de dichotomie, de disparité entre les États eux-mêmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, les candidats vont avoir un peu plus d'attention et de focalisation sur des États importants, notamment qui engrangent beaucoup plus de grands électeurs que d'autres États où parfois vous avez un simple grand électeur. Donc c'est pour mieux créer, justement, orienter son énergie notamment dans cette campagne électorale, mais surtout aussi pour mieux je dirais, reconquérir certains États notamment qui, jusque-là, étaient historiquement ou démocrates ou républicains. Et je prends l'exemple du Texas notamment, qui avait basculé lors des dernières élections. Une autre question, Badis Khnissa. D'après une enquête récente, 63% des Américains seraient favorables au suffrage universel direct. Est-ce qu'une telle réforme est possible et surtout souhaitable ? Écoutez, oui, si les Américains le veulent, pourquoi pas. Après, il y a aussi la réalité des amendements, la réalité de la Constitution américaine qui est sanctuarisée, qui est sacralisée. Après, je pense qu'il en faudra beaucoup plus d'efforts et qui aura cette volonté, cette responsabilité, cette audace, notamment pour aller au-delà et changer un système qui a marché depuis justement la fondation des États-Unis. Donc, mais en revanche, oui, effectivement, cela donnera un peu plus de clarté, mais surtout aussi donnera un sentiment d'une espèce de représentativité de comment porter la voix fidèlement, notamment du peuple, et non pas avoir un hold-up de dernière minute qui est établi ou préétabli par des grands électeurs qui se substituent justement à cette base américaine qui souhaite qu'une seule chose, c'est d'être représentés par le meilleur candidat qu'ils estiment en tout cas incarner, illustrer leurs aspirations, ô combien aujourd'hui très sensibles, très stratégiques, mais très attendues. Ahmed Kateb, vous pensez, vous, qu'une réforme telle que celle-ci est possible ? C'est très peu probable. Comme l'a dit si bien Badis Khnissa, le problème, c'est que
la Constitution américaine est verrouillée. Et aucun président n'a osé un nouvel amendement pour introduire justement cette réforme du code électoral. Donc, c'est un code qui remonte à la fondation des États-Unis. Donc, les Européens le qualifient d'archaïque. Et j'ai écouté tout à l'heure une analyse. Peut-être le changement pourrait venir à travers des amendements dans chaque État. Ce n'est pas au niveau fédéral, mais c'est au niveau de chaque État des États-Unis que la réforme peut venir afin de desserrer les taux et de rendre le vote justement véritablement populaire et démocratique. Donc, un citoyen qui choisit son candidat et c'est direct. Très bien, très bien. Donc, ça ne sera pas les dernières élections avec ce modèle, donc ce modèle de scrutin. C'est très peu probable. On va continuer. On attend d'abord les résultats. Et puis, d'ailleurs, Trump n'a pas précisé s'il allait amender ou changer le code électoral. Kamala Harris non plus. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure. Oui. La réforme du code électoral américain n'est pas, de mon point de vue, à ma connaissance, à l'ordre du jour. On va connaître d'autres élections du même type. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains ne votent pas uniquement pour le président, ils votent pour renouveler un tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants, ainsi que des votes de comté, etc. Donc c'est plus d'un millier, 1300 et quelques votes différents auxquels les Américains sont invités aujourd'hui, d'où la complexité extrême du code électoral et de cette opération électorale américaine. Oui, complexe, mais singulier. Oui, singulier, mais qui a bien fonctionné jusque-là, pendant 59 élections. Donc, une seule exception a été notée où il y a eu un hold-up et où la voix des premiers électeurs n'a pas été respectée lors des élections indirectes. Pour dire qu'en fin du compte, le système a fonctionné jusqu'à présent. Mais du coup, le duel républicain-démocrate a encore de longs jours devant lui, finalement, même si les Américains ne se reconnaissent pas toujours chez les républicains et chez les démocrates. Je pense qu'on a dépassé le système bipartisan. Sociologiquement parlant, on a dépassé le système bipartisan aux États-Unis. Il y a de nouvelles variantes. La preuve, le Parti républicain n'existe pratiquement plus dans son architecture traditionnelle. On est dans la configuration MAGA. Auparavant, il y avait le Tea Party, qui est une fraction extrémiste du Parti républicain. Donc on est dans une certaine évolution de la classe politique, des mœurs politiques aux États-Unis d'Amérique, qui font que peut-être on pourrait s'acheminer à terme, après plusieurs années, vers une certaine réforme. Parce qu'on voit, auparavant, on ne votait pas par anticipation, on ne votait pas par correspondance. Aujourd'hui, il y a le vote par correspondance. Et ce vote-là risque de retarder justement la proclamation des résultats. Et c'est sur ce vote-là, justement, que tous les doutes sont permis. Très bien. Alors, je voudrais, messieurs, à présent qu'on parle des sujets qui peuvent changer la donne lors de cette élection présidentielle. Et on va tout d'abord parler économie. Mahfoud Kaoubi, c'est votre domaine de prédilection. Quels sont les enjeux économiques de cette élection ? Très important. Pour la première fois, je dirais que le volet économique est au centre de débat et au centre de débat déjà entre le programme des deux candidats. Parce que traditionnellement, les deux partis avaient pratiquement la même doctrine économique, donc libérale et puis ouverte vers le monde. Depuis deux élections, les deux dernières élections, il y a un virage qui a été amorcé et qui vient de se consacrer à travers ces élections. Donc Trump, qui se veut conservateur, défenseur des États-Unis, les États-Unis avant, et qui est très agressif en termes de programme économique. Programme économique orienté vers comment créer la richesse. Plus d'investissement, moins d'impôts, plus de stimulation et surtout plus de protection de la production américaine. Et cinquièmement, une volonté de relocaliser. Donc les États-Unis veulent reprendre les points qu'ils ont perdus vis-à-vis de la Chine, plus particulièrement en relocalisant leur industrie, en reboostant leur industrie et en étant un centre
de création de richesse. Ce n'est pas uniquement les marchés financiers, mais surtout la sphère réelle que Trump voudrait redynamiser pour rattraper le retard que les États-Unis ont enregistré depuis quelques décennies vis-à-vis de la Chine. Et de l'autre côté, on a une candidate démocrate qui oriente son programme non pas sur la sphère de la production, de la richesse, mais sur la répartition de la richesse. Voulant charmer, voulant convaincre les classes moyennes et pauvres, c'est surtout plus de répartition, plus de protection sociale et plus de protection du pouvoir d'achat. Mais justement, la population américaine, elle est préoccupée par ce renforcement de son pouvoir d'achat et la pérennité de son emploi, des emplois des Américains. Oui, Trump veut s'attaquer aux origines du problème. Exactement. Donc, créant plus de richesses et bénéficiant de plus de richesses. Et la candidate démocrate, elle est beaucoup plus sur un discours destiné ou à connotation sociale. Donc, c'est là où il y a la différence entre les deux candidats. Très bien. Mahfoud Kouabi, une autre question. Alors, le déficit commercial s'est envolé en septembre dernier. Il a augmenté d'une façon considérable. Voilà, la Chine qui est plus compétitive. Et sur le plan de la compétitivité que Trump Chine, est en train de marquer. Chine, premier exportateur en direction du marché américain. Le déficit se creuse. Durant la gouvernance, la présidence de Trump, il a tout fait pour réduire le déficit en protégeant. D'ailleurs, Trump promet plus de taxes sur les produits chinois et européens, 60% pour les Chinois, jusqu'à 100% pour les Européens. Vous voyez ? Et de l'autre côté, une doctrine qui se veut ouverte vers le monde, car doctrine mondialisatrice, tout à fait, alors que Trump est beaucoup plus conservateur et il est conscient du futur par rapport aux problèmes qui risquent de se poser aux États-Unis. Un grand déficit public, plus de 32 000 milliards d'endettement, et un environnement financier assez fragile. Donc, il y a une situation d'équilibre structurellement pouvant être compromise si la guerre avec la Chine ne pourrait pas être maîtrisée, la guerre économique, bien sûr, dans l'avenir. Donc, voilà le clivage entre deux candidats qui est profond, quand bien même ils appartiennent à une logique et à une doctrine libérale. Libérale, très bien. Ahmed Kateb, l'économie, c'est le sujet qui intéresse le plus les électeurs américains. C'est celui qui influencera le plus leurs décisions aujourd'hui. Oui, ce n'est pas les questions internationales, loin de là. D'abord, c'est des questions d'ordre économique. Le prix du pain et de la viande a augmenté de 50%. C'est énorme. Les Américains moyens croulent sous les dettes. Il y a un problème de logement qui a été exacerbé après la pandémie du Covid-19. Kamala Harris promet une construction massive, etc., avec une aide de 25 000 $ pour les primo-acquérants. On est dans une configuration où les deux électeurs courtisent justement la classe moyenne, courtisent l'Américain moyen. C'est pour ça qu'ils ont fait campagne sur la Rust Belt, donc la ceinture de la rouille. Donc là où l'industrie de l'acier s'est effondrée aux États-Unis, et parce que concurrencée par la Chine et les Européens, c'est pour ça que Trump va de l'avant et justement met l'accent sur le protectionnisme de l'économie américaine par rapport à Kamala Harris, qui est plutôt dans l'ordre des partenariats multilatéraux avec l'Europe, avec la Chine. Donc il y a une certaine ouverture vers le monde chez la candidate démocrate, alors que le candidat républicain, lui, est plus protectionniste, plus que jamais. Badis Renissa, une dernière question concernant l'économie. Alors 20% d'inflation sous la présidence Biden et un taux de chômage d'environ 4%, des chiffres qui risquent de pénaliser Kamala Harris. Écoutez, j'ai envie de vous dire, elle hérite du bilan de Joe Biden, d'ailleurs qu'elle a défendu bec et ongle, notamment lors de la campagne électorale, et parfois même elle l'a défendu des plus belles manières, puisque ça lui a permis effectivement de gratter des points, notamment lors des sondages, mais aussi sur notamment des intentions de vote. En revanche, les Américains vivent, par contre ça c'est une réalité, vivent une situation exceptionnelle, où j'expliquais tout à l'heure en introduction cette
confrontation idéologique de deux Amériques qui s'opposent. Il y a une fracture, il faut le rappeler, une fracture d'ailleurs qui a été initiée depuis Donald Trump, qui a su justement peut-être créer des lignes, je dirais, de différenciation tant sociale que communautaire, puisqu'il est non seulement ultranationaliste, mais qui défend aussi la classe blanche, notamment des États-Unis, et il s'en cache pas. Et c'est pas un hasard aujourd'hui qu'effectivement la communauté américaine blanche et même l'élite américaine, et j'irai plus loin même, les monarques les milliardaires américains le soutiennent, je dirais, d'une manière inconditionnelle. En revanche, vous évoquez effectivement quelques indicateurs macroéconomiques qui font qu'effectivement, on pourrait prétendre qu'il y ait une espèce de déstabilisation, en tout cas une incompréhension, notamment sur les perspectives des programmes, notamment où on prétend avoir un continuum sur le bilan et donc le programme de Joe Biden, et un programme aussi, ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre, mais moi je reviens sur une autre notion qui est très fondamentale. Deux notions même, si vous me permettez. La première, c'est sur les programmes eux-mêmes. Effectivement, nous avons un Donald Trump ultranationaliste, ultracapitaliste, qui défend le souverainisme américain, parfois même en se confrontant, en s'opposant, et ça a été démontré lors de son mandat 2016-2020, où il y a eu beaucoup de divergences, notamment sur la politique internationale, que ce soit sur l'économie, les importations, rappelez-vous, avec l'Union européenne, le vin français, la surtaxation des produits. Donc il est dans cette continuité qui peut créer, encore une fois, une espèce de fragmentation, mais surtout aussi un isolement des États-Unis. Or, l'économie, c'est une économie mondiale. À l'ère du capitalisme, le monde est devenu un village économique. Donc ça, il faut le prendre quand même en perspective. Et il y a aussi cette histoire des coûts des programmes. Oui, certes, il y a eu des différences parfois abyssales, des divergences, mais il faut rappeler que le programme de Donald Trump, sur les 10 ans à venir, est un programme très coûteux. Il a été chiffré à plus de 7 500 milliards de dollars, contre 3 500 milliards de dollars pour celui de Kamala Harris. Donc, il y a beaucoup de points. Le deuxième point sur lequel j'aimerais peut-être rebondir, ça a été évoqué tout à l'heure, sur les éléments fondamentaux qui peuvent faire pencher la balance, notamment sur ces élections. Oui, il fut un temps, effectivement, l'électorat américain, où l'électeur américain lambda était très orienté lors de ces échéances vers la politique intérieure, vers quatre axes d'ailleurs, pour en citer que, c'est-à-dire la politique de l'immigration, la politique budgétaire, la politique commerciale et notamment la gestion justement du pouvoir d'achat et de l'inflation. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un cinquième axe qui s'est invité, bon gré mal gré, dans le débat et surtout dans les critères, notamment d'évaluation de programmes des deux candidats, et pour une fois et pour la première fois, la politique internationale, vraisemblablement. Puisque je rappelle, la question d'Israël, la question de l'antitétionnisme s'est invitée, et ce n'est pas un hasard que les deux candidats se sont précipités aveuglément dans une espèce de surenchère de soutien aveugle et inconditionnel à l'antitétionnisme pour justement capter cet électorat. Il faut pas s'en cacher, ce lobby juif qui permet aujourd'hui de faire pencher la balance. Et je reviens sur l'une des dernières déclarations de Kamala Harris, notamment, qui faisait du pied notamment pour cette élection, l'électorat juif, comme pour leur dire effectivement, si moi je suis présidente, effectivement, je continuerai, comme Biden l'a fait, à défendre les intérêts de l'antitétionnisme. Pire encore, je continuerai à surfinancer, à apporter l'aide militaire nécessaire pour que la sécurité d'Israël soit garantie. Donc je pense que cet aspect joue les troubles faits aujourd'hui, en tout cas dans un débat assez, je l'avoue, orienté politique intérieure, mais il ne faut pas le perdre de vue puisqu'il risquerait, en tout cas à travers des lobbies directs ou indirects, on sait ô combien la force de ces lobbies, notamment lors des dernières minutes, lors de ces élections, qui pourra éventuellement, je dis bien éventuellement, faire pencher la balance quand on sait qu'un sanguinaire comme Netanyahou est beaucoup plus, je dirais, apte à travailler demain avec une Amérique gouvernée par un Donald Trump que par une Kamala Harris. Très bien, merci Gamal. Merci Gamal, non Gamal c'était hier. Merci Badis Khnissa, merci pour cette intervention. Je reviens vers vous tout de suite après cette courte page de pub pour revenir justement sur le dossier international.
Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'émission consacrée à l'élection présidentielle aux États-Unis. Badis Khnissa l'évoquait il y a quelques instants, et la question internationale. Avant d'y revenir, on va parler un petit peu immigration, messieurs, si vous le voulez bien. L'immigration, cheval de bataille de Donald Trump. Est-ce qu'il a une carte à jouer à ce niveau, Ahmed Kateb? Oui, c'est l'une des cartes maîtresses de Donald Trump, de son discours de campagne. Donc l'immigration, on se souvient même lors du débat avec Kamala Harris, où il a accusé les migrants de manger les chiens, les chats, etc. Ce qui a fait sursauter la candidate démocrate. Donc on est dans un discours qui ostracise au maximum les migrants latino-américains, parce que aux États-Unis le problème est un problème de latino-américains. Il promet de terminer la construction du mur avec le Mexique, de durcir les lois par rapport aux migrants qui arrivent du Mexique. Donc Trump a un discours très prononcé par rapport au phénomène migratoire. Il a accusé Kamala Harris d'avoir favorisé justement ce phénomène lorsqu'elle était vice-présidente de Joe Biden, donc à travers ses prises de position, ses visites en Amérique latine et ses déclarations. Donc pour Trump, le phénomène migratoire reste une carte majeure à jouer et il l'a dit, avec lui, c'est zéro tolérance. Il a dit justement, il a promis à ses partisans de libérer, je cite, une Amérique occupée par les migrants en cas de victoire donc à cette élection présidentielle. Mahfoud Kaoubi, Ahmed Kateb vient d'évoquer le cas de la population latino. Pourtant, il y a des latinos qui votent pour Donald Trump parce qu'il a réussi à créer un clivage entre les latinos qui sont là depuis plus longtemps, plusieurs générations, et les nouveaux arrivants finalement. Oui, bon, il reste fidèle à sa vision. Et puis, les newcomers, comme il les appelle. Tout à fait. Et puis, avec l'augmentation des immigrés en situation irrégulière, donc il faut le rappeler. Donc ça donne, encore une fois, une carte supplémentaire à Trump pour dire que je serai zéro tolérance avec les immigrés en situation irrégulière en premier, et le parachèvement du mur, donc, qui certes a coûté énormément et qui devrait coûter encore plus dans l'avenir. Mais il reste fidèle à sa vision sans changer de discours, en essayant donc d'être crédible dans son électorat traditionnel qui est composé de blancs principalement et dans les États du Sud principalement qui ont une certaine sensibilité par rapport à l'immigration, plus particulièrement latino. Et puis si je puis me permettre, le discours de Trump s'inscrit dans l'opposé parfait par rapport à toute la philosophie de l'Open Society et de Karl Popper. Je ne parle pas de George Soros, mais je parle de Karl Popper, le philosophe. Donc une société ouverte qui fluidifie justement ces phénomènes migratoires. Et c'est une philosophie portée par les démocrates, alors que Trump, lui, est plus dans une sorte de renfermement des États-Unis et un refus des nouveaux venus, les nouveaux migrants, d'où le clivage qu'il a créé entre les anciens et les nouveaux. Pour lui, les anciens se sont adaptés à la société américaine. Ils sont quelque part créateurs de richesses également. Ils doivent en bénéficier. Donc ce sont des Américains désormais, alors que les nouveaux, ça reste toujours, je m'excuse pour le qualificatif, uniquement des latinos, entre guillemets. Très bien. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les démocrates ont un petit peu aidé la stratégie de Donald Trump concernant l'immigration, Ahmed Kateb? Quand on sait que Joe Biden a par exemple il a signé un décret en juin dernier interdisant aux migrants d'entrer clandestinement aux États-Unis de bénéficier du droit d'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 en moyenne par jour. Le long d'une semaine. Donc c'est un quota très bas comparé au nombre d'arrivées quotidiennes. Donc les démocrates, ils aident un petit peu finalement. Oui, parce qu'ils donnent un peu, ils alimentent le moulin de Trump en eau. Donc pour eux, les démocrates, ils sont dans une logique, alors que Trump utilise la logique démocrate pour la retourner contre eux et alimenter son discours et renforcer son discours anti-migrant. Très bien. Badis Khnissa, avant de passer au volet international, avant de revenir au volet international, Kamala Harris, de son côté, issue elle-même de l'immigration, compte sur le soutien des minorités. Tout à fait. Ce que j'évoquais tout à l'heure, non seulement des minorités, mais aussi de l'Amérique noire, qui a été tant, je dirais, stigmatisée dans un discours assez
assez frontale à son égard, rappelons-le, hein, à maintes reprises. Donald Trump n'a pas hésité effectivement à s'adonner à une espèce de vendetta contre l'immigration incarnée pour lui à travers, y compris les Noirs américains, qui sont parfois, je dirais, avec des racines qui remontent à des siècles aux États-Unis. C'est pour vous dire qu'effectivement, là on revient sur la vision et le fonds de commerce lui-même de Donald Trump, qui lui a permis peut-être aussi d'accéder à la Maison-Blanche il fut un temps, et pourquoi pas peut-être pour une deuxième fois, puisque ça reste éternellement un candidat et un président et un homme, entre parenthèses, politique singulier et atypique, qui joue sur les peurs, puisque ce que je disais tout à l'heure, au-delà du populisme, il joue aussi sur les peurs de la classe, je dirais, américaine, surtout blanche notamment, qui a peur de l'autre, qui a peur de l'étranger. Vous savez, le stéréotype très connu qui est celui de, en temps de crise, c'est l'étranger qui nous vole notre pain, c'est l'étranger qui vole notre travail, c'est l'étranger aussi qui abuse du système de santé américain. Et c'est pourquoi ça a été son cheval de bataille lors de toute sa campagne électorale, puisqu'il sait que c'est un point de bascule. Et d'ailleurs, je reviens sur l'aspect de la gestion migratoire. Ça a fait bouger les lignes, y compris côté démocrate. Je rappelle que dans le programme de Kamala Harris, elle fait référence, notamment, en tout cas en cas de victoire, elle s'inclinerait au fameux accord bipartisan, notamment, qui a été trouvé au Sénat, qui est républicain, c'est républicain, orientation républicaine, et qui a une connotation assez coercitive, assez agressive, notamment en matière de politique migratoire et de clandestins. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il a obligé de sortir un peu de son contexte habituel historique en matière de gestion migratoire. Elle, que je rappelle, traîne des casseroles, notamment en matière de gestion de cette immigration, puisqu'en tant que vice-présidente, elle a été responsable de ce dossier. Donc c'est un sujet ô combien très important et très stratégique pour les Américains, surtout les sympathisants de Donald Trump, qui risquent aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'appui, notamment puisqu'il promet notamment d'avoir, je rappelle, et je reprends ces mots forts, notamment lors de ses dernières déclarations, d'organiser les plus grandes déportations de l'histoire américaine, notamment de ces Mexicains ou ces migrants, notamment en situation irrégulière sur le territoire. Très bien. Alors on en revient maintenant à la situation au Moyen-Orient, si vous le voulez bien, messieurs, une situation qui ne cesse d'empirer, et le lobby sioniste qui permet, comme le disait tout à l'heure, qui permettra peut-être, comme le disait tout à l'heure Badis Renissa, de faire repencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mahfoud Kaoubi, le destin de Raza est suspendu à des bulletins de vote aujourd'hui. Aux États-Unis, je ne crois pas vraiment, en tous les cas, au-delà de quelques gesticulations à connotation électorale. Au fond, c'est pratiquement un soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Et la politique est pratiquement la même, sauf en termes d'instruments probablement, mais qu'au fond, démocrate ou républicain, le soutien à l'entité israélienne, il est inconditionnel. Et ça ne changerait rien, du moins par rapport à la politique extérieure. Maintenant, le poids de cette carte sur les élections aux États-Unis, je dirais qu'il est vraiment minime pour faire basculer donc, la décision, que ce soit du côté de Harris, que ce soit du côté de Trump. À quelques heures du vote, hier soir, Kamala Harris a rappelé une fois de plus qu'elle ferait tout pour cesser le feu à Gaza, qu'elle ferait tout pour arrêter ces massacres qui se déroulent donc en Palestine, ce génocide. C'est une façon pour elle de rallier à sa cause les arabo-musulmans. Et toute personne qui est pour l'arrêt du génocide. Tardivement. Et puis tout le monde se rappelle de ces déclarations, des déclarations du président Biden, du soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Donc, ils ont tous deux affirmé, tant qu'ils étaient là, l'entité sioniste aura un soutien inconditionnel de la part des États-Unis, en termes logistiques, militaires, financiers, diplomatiques, économiques, etc. Donc, on ne s'attend pas à grand-chose, ni du côté démocrate, ni du côté républicain, parce que dans la logique américaine, il faut peut-être voir l'entité sioniste pas comme on la voit nous, ici en Algérie ou dans le monde arabo-musulman. Pour eux, c'est une sorte de petite Amérique. Autant les États-Unis ont été bâtis par des pères fondateurs
qui cherchaient la liberté, etc., dans leur narratif, dans l'imaginaire des Américains, c'est la même chose pour l'entité sioniste. Ce sont les rescapés. Est la marraine de l'entité sioniste. Tout à fait. C'est les rescapés de la Shoah qui sont venus en Palestine pour bâtir, etc., etc. Donc c'est un narratif sioniste, ultra-sioniste, qui fait du sionisme l'alter ego de l'idéal américain, puritain américain. Et on est dans une sorte de sionisation du protestantisme. Ce n'est d'ailleurs le protestantisme en lui-même, dans ses fondamentaux, prendre le sionisme quelque part, mais aujourd'hui, aux États-Unis, dans la doctrine américaine de politique étrangère et dans la philosophie politique américaine, le protestantisme est devenu ultra-sioniste avec les évangélistes. Et on voit la preuve, Donald Trump, sa fille s'est convertie, Ivanka, au judaïsme pour épouser Jared Kushner, qui est un américano-israélien et qui est un promoteur en Israël. Donc la boucle est bouclée. Il faut voir le phénomène sioniste à partir des États-Unis et non pas peut-être à partir de notre regard à nous, qui est propre à nous, mais il faudrait décrypter les enjeux à partir de ce qui se passe à Washington même. Badi Srinissa, vous rejoignez les propos d'Ahmed Kateb? Écoutez, je m'inscris totalement, si ce n'est peut-être un élément complémentaire, c'est que je rappelle, et d'ailleurs je fais référence à un média qui a pignon sur rue, notamment chez l'entité sioniste, Aedo Tahronot, qui avait évoqué effectivement que Benjamin Netanyahou, avant le 7 octobre, en tout cas après les événements du 7 octobre et ce génocide perpétré à ce jour à Gaza, a été favorisé, facilité par justement l'échéance électorale américaine en perspective et qui permettrait d'avoir beaucoup plus de concessions et même de compromissions, je dirais, de la part des États-Unis, puisqu'il sait que les deux candidats, peu importe lesquels d'ailleurs, mais on savait pertinemment que, en tout cas, Donald Trump allait faire partie de justement de ces éléments, en tout cas de cette campagne. Et d'ailleurs, pourquoi il y a eu de ces rapprochements? Je rappelle la visite de Netanyahou dans une visite d'État où il avait fait effectivement rencontrer Donald Trump avec des perspectives et des visions communes et conjointes. En revanche, on reste quand même suspendu à ces élections vis-à-vis de ce qui se trame au Moyen-Orient plus généralement, mais à Gaza plus particulièrement, pour la bonne et simple raison que c'est la nature de la solution ou la résolution de ce conflit qui se joue. Puisque du côté de Donald Trump, ça sera certainement un cessez-le-feu, mais à quel prix? Mais surtout aussi sur une solution, je dirais, beaucoup plus unilatérale et qui donne l'avantage effectivement à l'entité sioniste. Je rappelle qu'avec un Donald Trump, adepte et père des accords d'Abraham, le père fondateur justement et promoteur de la normalisation des pays arabes avec l'entité sioniste, verra d'un mauvais œil toute proposition ou solution des deux États, notamment avec les frontières de 1967 et capitale Jérusalem pour les Palestiniens. Alors que du côté des démocrates, il y a des balbutiements d'accords, notamment bilatéraux, avec une solution conjointe des deux parties pour trouver, avec bien sûr les intermédiaires, notamment arabes du Qatar et autres, qui permettraient, et l'Égypte, qui permettraient de s'asseoir autour d'une table. Donc je crains qu'effectivement la solution ou la nature de cette résolution du conflit se jouera en fonction du candidat qui sortira en tout cas gagnant de ces élections. Mais une chose est sûre, cela ne changera en rien la doxa diplomatique, notamment des États-Unis, quant à son soutien immuable, je dirais inconditionnel, aveugle même, quant à entre parenthèses, le maintien et la garantie de la sûreté et la sécurité de l'entité sioniste. Mais comment expliquer, Badi Srinissa, que Kamala Harris est en fin de campagne, donc à la veille de cette élection présidentielle, un discours plus franc pour justement tenter de récupérer les voix qui seraient allées vers la candidate écologiste? Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, peut-être on est en divergence avec vos invités, mais je crois en tout cas intimement que le dossier de Gaza s'est invité, non pas vis-à-vis de l'électorat de base, mais plutôt des lobbies qui vont influencer certainement, notamment la dynamique qui sera beaucoup plus favorable et positive vers le candidat qui serait le plus protecteur ou garant de protection notamment de l'entité sioniste. Rappelez-vous la déclaration de Kamala Harris par rapport aux minorités arabo-juives notamment, où elle disait qu'avec moi, vous serez mieux protégés. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a cet aspect de
paternalisme, même de tutorat, je dirais, et de protection, dans lequel les deux candidats d'ailleurs se sentent investis d'une manière parfois même dogmatique et religieuse pour permettre justement l'essor de l'antitétioniste dans un Moyen-Orient dans lequel elle est entourée, je dirais, d'ennemis prédésignés, mais surtout aussi qui reste le seul partenaire ou défenseur, entre parenthèses, de la démocratie et du modèle occidental sur lequel d'ailleurs Benjamin Netanyahou a beaucoup surjoué pour justement s'attirer la sympathie, le soutien militaire des États-Unis. Mahfoud Kaoubi, faire allégeance à l'entité sioniste aujourd'hui est la seule voie pour la Maison-Blanche? La seule voie, tout à fait. Il n'y a pas à discuter. En tous les cas, c'est inscrit dans une doctrine et dans la stratégie des États-Unis. Donc l'entité sioniste est considérée comme un État qui fait partie des États-Unis et qui est protégé quel que soit le prix. Il n'y a qu'à voir, en parlant des démocrates, tout le soutien qui a été fait, que ce soit militairement, que ce soit financièrement, durant ces 2 dernières années. Donc, il n'y a qu'à voir le soutien inconditionnel qui est fait pour l'entité sioniste. Donc, ça ne diffère pas. Et on va aller dans une continuité, d'autant plus que stratégiquement, dans la mutation que le monde est en train de connaître, la place du Moyen-Orient et la place d'Israël dans la nouvelle route est tellement important pour contrecarrer la route de la soie, la Chine dans ses projets aussi bien géostratégiques qu'économiques. Donc, je pense que la question du Moyen-Orient et plus particulièrement de la Palestine est une constante et non pas une variable dans l'équation américaine. Donc finalement, au sujet du Moyen-Orient, tant qu'on est du côté de l'entité sioniste, c'est bon. Au niveau des États-Unis, c'est les États-Unis on parle de l'entité sioniste, mais c'est non seulement les États-Unis, mais c'est le monde néolibéral qui est derrière. Très bien. Ahmed Kateb, une dernière question concernant l'entité sioniste. Est-ce que vous pensez que si Donald Trump est réélu, donc il revient donc à la Maison-Blanche, il va continuer à insister sur la normalisation avec l'entité sioniste? Lui, c'est son cheval de bataille. Il a été le promoteur des accords d'Abraham, qui ont poussé plusieurs pays arabes à normaliser avec l'entité sioniste. Il ne désespère pas de continuer sur cette lancée, moyennant des financements, moyennant des chantages. Et puis, l'équation qui reste, je pense, à résoudre pour Trump, c'est la relation entre l'entité sioniste et l'Iran. Trump, candidat, a menacé à plusieurs reprises de soutenir l'entité sioniste si elle bombardait les installations pétrolières ou atomiques de l'Iran. Maintenant, Trump, président, je pense qu'il sera davantage rationnel et ne poussera pas l'antagonisme jusqu'à provoquer une conflagration généralisée au Proche-Orient qui sera peut-être fatale pour tous les pays de la région. Donc, il faudrait peut-être surveiller l'attitude de Trump par rapport au binôme Iran-entité-sioniste et suivre son programme par rapport à cette politique de normalisation à pas forcer en faisant pression sur des pays arabes. On connaît la liste, les candidats des pays à la normalisation. Donc, est-ce que Trump va les pousser à passer à l'acte? Une question qui reste posée. Une autre question que je vous pose, Ahmed Kateb. Quelle est la place de l'Afrique, finalement, dans cette élection présidentielle américaine? La place de l'Afrique, très peu entendu parler d'Afrique, voire pas du tout. Pratiquement pas du tout. Les deux candidats n'ont pas parlé de l'Afrique, quoique Kamala Harris est d'origine africaine parce qu'elle est une femme issue d'une double immigration africaine et indienne. Les deux candidats n'ont pas parlé de l'Afrique pour la simple raison que pour eux, l'Afrique reste une source de matières premières et un champ de bataille périphérique pour contrer l'influence russe et chinoise. Ce n'est pas un champ de bataille frontal, immédiat, comme c'est le cas de l'Ukraine, comme c'est le cas du Moyen-Orient ou comme c'est le cas de Taïwan. Donc, pour les deux candidats, l'Afrique est une sorte de grande périphérie lointaine
qui est intéressante, certes. C'est des marchés, une très forte croissance, 1,2 milliard d'habitants. Des richesses. Donc des richesses à l'infini, des terres rares, des minerais rares, etc., des hydrocarbures et des bases militaires. Donc, pardon, pour Trump, l'équation peut être davantage sécuritaire et commerciale. Pour Harris, ça sera une continuité du partenariat engagé par Joe Biden avec l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas classée dans les priorités de l'agenda stratégique des États-Unis. Elle est sur les 10 points, elle est peut-être à la 7e position. Donc elle est bien loin dans les priorités des États-Unis d'Amérique. Donc pour nous, Africains, on attend de voir dans les faits. Badis Khnissa, l'Afrique est loin derrière les priorités américaines. Tout à fait, je confirme. Et pour cause, il me semble pertinent de soulever un élément très important à rappeler, c'est que l'Afrique aujourd'hui paye les frais un peu de cette stratégie d'influence, notamment des États-Unis, qui est priorisée notamment, et ça a été évoqué tout à l'heure à juste titre. Aujourd'hui, l'Afrique elle est exclue au détriment notamment du Moyen-Orient, puisque le Moyen-Orient est la grande priorité des États-Unis, dans lequel il y a eu un cataclysme géopolitique, je rappelle les pays du GCC, à leur tête l'Arabie Saoudite, avec son rapprochement historique par le biais de l'intermédiaire de la Chine vers l'Iran. Donc il y a des alliances et des contre-alliances qui se jouent, dans lesquelles effectivement l'influence américaine historique, je dis bien historique et voire même logique et naturelle au Moyen-Orient, s'est dépérie au fil des décennies. Donc la grande priorité est donnée, et c'est pourquoi d'ailleurs le cheval de Troie aujourd'hui est vite trouvé, c'est l'entité sioniste, pour permettre non seulement de défendre les intérêts américains, mais surtout d'asseoir, notamment, et ça a été évoqué tout à l'heure, lors du projet de normalisation avec les pays, dans lequel l'Arabie Saoudite reste, je dirais, la cible de premier choix pour Donald Trump s'il est élu demain président de la République. Mais encore une fois, je reviens sur la géopolitique notamment, dans laquelle les États-Unis souhaitent préserver, certes, quelques intérêts ici et là, très ciblés, très orientés. Et là, je reviens sur la corne de l'Afrique, dans laquelle il y a des intérêts non seulement militaires, notamment américains, pour le positionnement et la localisation géostratégique, notamment de cette partie de l'Afrique. Mais elle continue quand même à avoir à minima, au service minimum notamment, de relations avec l'Afrique, que ça a été rappelé aussi tout à l'heure, l'Afrique qui est quand même un continent incontournable, un continent de l'avenir, notamment non seulement en matière de ressources naturelles, mais aussi en matière de perspectives, puisque je rappelle l'Afrique qui aujourd'hui est portée par un élan de jeunes, notamment affranchis du diktat des prédécesseurs, mais surtout aussi qui souhaitent s'ouvrir au monde, et quoi de mieux que justement s'ouvrir avec des puissances. À ce jour, bien évidemment, seul cet écho a été écouté, entendu et notamment favorisé par certaines puissances comme la Russie, comme la Chine. La Chine, depuis plusieurs décennies, est présente en Afrique. Mais, encore une fois, sens des priorités oblige, les États-Unis souhaitent, pour des raisons d'existence et de crédibilité, de légitimité, orienter toute son énergie et sa force vers le Moyen-Orient, tout en gardant, bien évidemment, à travers des accords ou des forums ou des discussions, des négociations géopolitiques avec l'Afrique. Très bien. Merci, Badis Khnissa. Un dernier mot pour vous, Mahfoud Kaoubi, très rapidement, concernant l'Afrique. L'Afrique ne constitue pas une priorité pour les États-Unis, ça c'est évident. Mais maintenant, par rapport à l'influence de plus en plus importante de la Russie et de la Chine, je considère que dans l'avenir, au-delà de la présence militaire, les États-Unis mettront plus de moyens pour une présence beaucoup plus économique en Afrique que ce qu'on observe aujourd'hui. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Ahmed Kateb, Mahfoud Kaoubi, merci également à Badis Khnissa qui était avec nous depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée.